décortiqués par les spécialistes. L'IDPS, pour avoir passé 38 ans sur le bois, ils ont fait les conclusionnaires. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce tout premier numéro de la semaine de votre émission Débrief sur les ondes de lundi à vendredi. Vous êtes à la radio comme à la télévision, vous nous suivez en direct de Kinshasa. Nous sommes sur les ondes FM, sur la 88.1 MHz. Vous nous suivez à Goma en direct sur 87.5 FM. Merci de votre fidélité à la radio du groupe et la télévision du groupe de presse L'Avenir. Vous nous suivez également dans plusieurs grandes villes de la République démocratique du Congo en dehors de nos frontières. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur l'occupation rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. On parlera également de la rencontre de pères des églises avec les opposants en Europe. On s'interroge également si Tshisekedi est lâché par la communauté internationale. Cette émission est réalisée de main de maître par Florian Massamba, Berlin Tempo et Fias Tambou. Et derrière les caméras, c'est Guillaume Kakwende et David Machera. Christian Moses Massunga vous la présente. J'ai reçu dans ce studio bleu de RTGA 3 invités qui sont autour de moi. Maître Diagas Djamba. Il est cadre communicateur du MLC de Jean-Pierre Bemba, parti au pouvoir. Bienvenue dans Débrief, Maître Diagast. Bonjour Christopher Moses, bonjour Christian Moses. Merci. Bonjour également à ceux qui nous suivent en ce moment précis, dans des maisons, télévision, radio. Bonjour à tout le Congolais, bonjour à mes co-débatteurs sur ces plateaux, je vois, qui sont avec moi. Et je voudrais profiter également de votre micro, si vous me permettez. Je vous redonne la parole. Merci. Le temps pour moi de finir ce premier tour des tables avec la présentation de vos co-débatteurs. Maître Eric Bissello, il est de l'opposition. Bienvenue dans Débrief, maître. Vous êtes vice-président de... Je suis Eric Bissello, avocat, politologue et acteur politique. Merci pour l'invitation à la RTGA, mon cher ami Moses. C'est un réel plaisir de retrouver également mes chers concitoyens, malgré qu'ils soient du mauvais côté de l'histoire. Aujourd'hui, effectivement, c'est un réel plaisir, malgré la situation socio-économique et sécuritaire de la République démocratique du Congo, de pouvoir de nouveau nous adresser aux Congolais et faire part de la situation actuelle et surtout donner aussi une part de vérité à travers la nébuleuse situation absurde qui nous gouverne actuellement. J'allais dire, vous êtes d'abord président du mouvement politique Consort, Contrat social renouvelé. Effectivement. Mais également vice-président de... On a joué au sein de la CRC, l'Alliance des citoyens engagés pour la République et le changement. Autrefois, porte-parole du docteur Denis Mukwege lors de la présidentielle de 2023. Et en dernier lieu, c'est Évariste Tshisekedi. Il est communicateur du parti Orange et cadre de ce parti même, un parti dont le président national est Fioun Ndondoboni, un parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Bienvenue dans Débrief, Évariste. Merci, cher Moses. Et je salue aussi tous les téléspectateurs et les auditeurs qui nous suivent. Vous pouvez activer votre micro manuellement, ce n'est pas automatique. Allez-y. Voilà, je disais merci beaucoup, cher Moses, pour l'invitation. Et je profite aussi pour saluer tous les téléspectateurs et les auditeurs qui nous suivent. Et depuis Goma, depuis Bukavu, je pense que nous suivent. Nous sommes des cœurs avec eux. Et je pense que ça serait un bon débat avec mes co-débatteurs. Merci. Vous avez suivi notre thématique. Voulez-vous participer à l'émission ? Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. 097 30 50 850. N'appelez pas. Faites-nous des messages que nous allons lire le moment venu. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Alors, Maître Diagast Djamba, vous vouliez prendre un biscuit. Je vous donne juste une minute pour cela. Merci. Comme c'est une minute, je ne pourrais pas parler de tous les deux biscuits que j'avais. Je me limite à un seul. Je voudrais seulement dire que je voudrais ici alarmer le Congolais sur un venin, un poison rwandais qui est en train de circuler dans le média aujourd'hui. Il y a plusieurs, ceux qui se disent être communicateurs, je ne sais pas, de l'opposition ou quel parti, quelle configuration, qui ont tendance à jouer au jeu du Rwanda en appelant le pouvoir du président Félix Tshisekedi le régime de Kinshasa. Je voudrais préciser ici qu'en RDC, nous n'avons pas de régime de Kinshasa. Nous avons le gouvernement congolais, nous avons le régime du Congo. Dire régime de Kinshasa, c'est jouer le jeu de la balkanisation parce que l'ennemi rwandais utilise le même terme dans le contexte que vous connaissez, qui est bien défini, pour situer le fait qu'il y ait dans ce pays deux pôles,
deux centres d'impulsion du pouvoir politique, alors que ce n'est pas le cas. À ce jour, nous n'avons qu'un seul gouvernement légitime, les institutions légalement et légitimement acquises lors des élections passées. Donc on ne peut pas ici faire passer ces venin. Il n'existe pas des régimes de Kinshasa, il existe des régimes congolais qui est géré par un gouvernement légitimement et légalement établi. Donc dire ici régime de Kinshasa est un alibi et donc un poison rwandais qui faciliterait justement le jeu de l'ennemi, de personnes que vous connaissez. Merci. Vous avez aussi, voulez-vous commenter ou bien nous allons directement dans le vif du sujet? Moi, ça me plairait complètement parce que c'est ce qui est tout à fait drôle, c'est que nos amis qui sont dans la marmite du pouvoir, depuis un certain temps, veulent en fait mettre leurs mots dans nos bouches. C'est-à-dire que quand on emploie un mot, on emploie un adjectif. Non, il ne faut pas l'employer parce que Kigali a employé ça. Paul Kagame a employé ça. La France a employé ça. Mais le français, il n'y en a qu'un seul. Mais excusez-nous, mais vous pouvez ne pas être d'accord avec le lexique employé, l'adjectif employé. Mais cela dit, l'important, c'est que vous compreniez le sens dans lequel les mots sont adressés. Nous ne sommes pas obligés d'analyser ou bien de rejoindre votre rhétorique tout à fait singulière. Nous sommes libres de nous exprimer comme ils veulent. Ce n'est pas mon cas, mais moi je soutiens le fait que chacun est libre de s'exprimer comme il veut. Nous sommes pas censés être dans une démocratie, mon cher ami Jacques. Je crois que si. Mais si alors vous commencez à réfléchir à la place des autres, à mettre des mots dans les pensées des autres, alors c'est la dictature intellectuelle. Et ça, je ne peux pas l'accepter ni le tolérer. Merci. Alors, Évariste Atiswaka, je crois qu'il ne voulait pas commenter cela. Je m'en vais directement. Juste placer un petit mot. Je pense que ce n'est pas de la dictature. Vous savez, chaque mot doit être placé dans son contexte. Et quand on le place dans le contexte, le mot a une signification exacte. Donc, je pense que c'est que mon co-débatteur, Maître Diagas, a dit. Il n'a pas imposé un langage à qui que ce soit. Mais il a placé les choses dans leur contexte. Donc, il serait aberrant aujourd'hui de considérer qu'il y a un régime de Kinshasa et un régime d'où encore, parce qu'il n'y a qu'un seul gouvernement au Congo. Donc, je pense que c'est très correct. Ce n'est pas ce n'est pas une forme d'imposition ou encore ce n'est pas une dictature. Cher ami, on n'a jamais parlé d'un autre régime ailleurs. Mais l'expression employée régulièrement, c'est le régime de Kinshasa. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le contexte de guerre. Il soulève les tons, il dit dans le contexte des guerres. On parle souvent des Kinshasa. Ça veut dire que les contextes ont changé, maintenant nous devons changer de langage. Soyons sérieux. Kinshasa est la capitale administrative. On doit vous suivre. Voilà, c'est le régime de Kinshasa, c'est logique. Alors, on y va directement à notre thématique. Vous savez, Goma et Bukavu, ces deux villes, respectivement chef-lieu du Nord, Kivu et Sud Kivu, sont passés sous contrôle de troupes rwandaises avec leurs supplétifs du M23 et AFC. Kinshasa a déclaré suivre heure par heure l'évolution des événements à Bukavu et dénonce l'invasion de cette ville par l'armée rwandaise et leurs alliés en violation, bien entendu, des résolutions de Dar es Salaam et des appels répétés de la communauté internationale, y compris celui du président français Emmanuel Macron en faveur de ce cessez-le-feu. Jagas Djamba, le gouvernement congolais, qui ne s'avoue pas vaincu ici, a rassuré la population de tout mettre en œuvre pour restaurer l'ordre et la sécurité et l'intégrité territoriale. Par quel mécanisme va-t-on répondre les territoires nous ravis par l'ennemi? Merci, monsieur Christian Moses. Je ne vais pas jouer au jeu de Maître Eric Bisselo. Je vais aller devant votre question. Je crois que tout le monde a compris le sens de lequel j'ai parlé. Le contexte, c'est le mien qui est correct. Alors, je vais dire que par quel mécanisme on y arrive. Je voudrais d'abord que ceux qui nous suivent comprennent qu'est-ce qui nous a amené à cette situation et pour savoir comment est-ce qu'on doit s'y prendre. Vous savez, l'histoire, elle est très vaste. Elle est très vaste, ce pays, avec le conflit des groupes armés dans notre pays. Mais tout ne part pas d'abord de Tshisekedi. Et ça, tout le monde le sait. Mais on a aussi tendance souvent à dire que tout part de l'entrée de l'AFDL. Je voudrais ici aller encore plus loin. Tout ne part pas seulement de l'AFDL. Tout va déjà dès l'époque du régime du président Mobutu. Lorsque le président Mobutu, en 1969, fait de Bisengima Nakwema Barthélemy son directeur de cabinet, qui était un Rwandais, vous le savez, qui est né au sud, qui est né à Kiagungu qui est au sud-est du Rwanda,
Il a même fait ses études à Boutaré. Ça, c'est connu dans l'histoire. Cet homme a joué de son influence. Parce qu'à l'époque, en tant que directeur de cabinet, ce n'était pas comme aujourd'hui, où il y avait un gouvernement qui avait des tâches. À l'époque, c'était le présidentialisme affirmé avec un directeur de cabinet tout puissant, plénipotentiaire pratiquement. Il s'est organisé pour user de son influence et placer dans les commandes du pays, dans les services importants, mais parfois stratégiques du pays, ses frères avec qui il était venu du Rwanda. L'infiltration commence de là. Et après, qu'est-ce qui va se passer? C'est avec cette infiltration qu'en 1972, que le président Mobutu va prendre l'ordonnance qu'on appelle l'ordonnance Bisengimana, en reconnaissant le peuple qui s'était déporté d'autres pays pour venir s'installer dans notre pays pour devenir des Congolais. Je parle là de ce qu'on appelle les Banya Mulenge ou les Banya Rwanda. Permettez-moi ici d'ouvrir une parenthèse. J'ai tendance à entendre, à écouter ici un venin qui se déploie encore aujourd'hui dans notre communauté, dans notre pays, où on dit que le Kinyarwanda est une langue congolaise. C'est faux. On peut bien discuter sur l'histoire, mais je ne voudrais pas aussi entrer en profondeur dans l'histoire parce qu'il y a beaucoup trop de contradictions en termes des dates et de moments de faits, parce que l'histoire repose aussi sur la narration. Mais je voudrais qu'on reste sur ce que nous tous on peut vérifier. Je reste sur le cadre sémantique. Avez-vous suivi Mouyaya à ses propos? Je sais de quoi je parle. Mouyaya, je ne veux pas discuter de ses propos. Il disait qu'à l'école, on nous a appris. C'est ce qu'il disait. Il dit, à l'école, on nous a tous enseigné. Et l'école est le fruit d'un enseignement bien cadré, bien ciblé par rapport aux objectifs parfois politiques qui sont bien déterminés. Je ne vais pas entrer dans ces débats-là. Permettez-moi de finir. Je reste sur la sémantique. Kinyarwanda. Nous savons que dans la culture bantou, lorsqu'on parle de qui, le préfixe qui, le qui suppose l'attitude. Pas forcément. C'est-à-dire modèle Yakozala. C'est comme quand on dit Kibomoto, Kibonyama. L'attitude, la manière d'être, les qui d'abord. Quand on dit les qui Congo, modèle Yakozala Yaba Congo. Et ça se transpose en 3 facteurs, notamment la terre, la langue et puis la généalogie. On quitte le qui, le préfixe qui. Vous prenez le nia. Le nia en swahili a 3 connotations. D'abord, ça signifie le but. Ça peut signifier l'intention, selon qu'il s'agit d'un nom propre. Mais ça peut également signifier la contrée. C'est là qu'il s'agit d'un peuple. C'est comme ça qu'on vous dit les Banyamulenge qui signifie Batu Yamulenge. Alors dites-moi, par quelle magie? Le mont Mulenge. Oui, les montagnes de Mulenge. Ouais. Banyamulenge, les gens de Mulenge. Par quelle magie? Les qui suppose l'attitude d'être et le nia qui renvoie à la contrée. Le Kinyarwanda, ça veut dire la façon de faire et d'être de la contrée, d'une contrée rwandaise, va devenir une langue congolaise. Ça, c'est un venin qu'on est en train de vouloir mettre dans les têtes des Congolais. On peut à la limite dire que le Kinyarwanda est une langue qui peut être parlée par certains individus au Congo. Ça s'accepte encore. Parce qu'au Congo, on parle le français, on parle l'anglais, mais le français n'est pas une langue congolaise. L'anglais n'est pas une langue congolaise. On peut trouver un Congolais en train de parler lingala au Rwanda. Le lingala ne va pas devenir pour autant une langue congolaise. C'est faux. C'est une fausseté. J'ai entendu encore des gens qui disent que, écoutez, il y a même des montagnes qui ont des noms propres au Kinyarwanda, notamment Niragongo et tout ce que vous connaissez. Mais attendez, dans ce pays à Kinshasa, nous avons des places avec des noms en français. La place Victoire, ce n'est pas Lingala, ce n'est pas Kikongo, c'est les Français. Est-ce pour autant qu'une place baptisée à une langue quelconque, ça suppose que cette langue est une langue d'origine de cette contrée-là? C'est une fausseté. Je reviens à ce que j'ai dit sur... Il faut rappeler aussi que dans des cités frontalières de la République démocratique du Congo, on parle même des langues de pays voisins. Si Bien sûr. Dans notre frontière avec la Centrafrique, on parle aussi les Sango, de même ici en Angola, où on parle aussi, entre le Congo central et l'Angola, on parle également les Portugais. Écoutez, si on va... Je suis d'accord parce que lorsqu'il y a de frontières, surtout, généralement, nous sommes des frontières naturelles, en terre battue, les peuples se côtoient et il peut se faire que, voilà, avec la déportation, les enfants peuvent être nés. Vous connaissez comment je peux entrer dans ces considérations-là. Mais je voudrais revenir sur... la question. Je reviens sur la question. Donc, je disais d'où nous sommes partis avec l'infiltration rwandaise. Pour dire ceci, que le mal est tellement profond. Il est ancré depuis des années, depuis des décennies. On ne va pas traiter ces problèmes avec beaucoup d'émotion. Mais il faut remettre, c'est-à-dire renvoyer le problème à la case de départ pour trouver les méthodes des solutions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on connaît déjà identifié le problème, nous disons ici que le président a dit que c'est une crise identitaire et que c'est une guerre d'occupation. Au-delà d'être une guerre d'occupation, c'est une guerre d'épeuplement. Au-delà d'être une guerre de peuplement, c'est une guerre économique. Nous devons nous regarder en face pour dire, si nous devons ici aujourd'hui opter pour l'option de dialogue, opter pour l'option de désentente ou des accords, est-ce que nous sommes en mesure d'affronter
les réalités qui vont en découdre. Parce que lorsqu'on parle des cas de Bisengimana, c'est après l'époque de Bisengimana qu'avec les mixages de 90, la prise de pouvoir de la FDL, les mixages a vu le jour encore. Après, à Sun City 2003, les mixages et les brassages ont encore vu le jour. Aujourd'hui, vous connaissez même avec en 2009 aussi, je parle donc de ces pratiques des mixages, brassages, d'infiltration. Et si aujourd'hui on veut encore aller dans ces systèmes, je voudrais ici rappeler, M. Christian Moses, c'est qu'avec le Rwanda, nous avons eu beaucoup d'accords pour créer la paix au niveau de nos deux pays. Sur le plan militaire, sur le plan politique, rappelez-vous l'accord de Lusaka, le Rwanda était parti. Sur le plan militaire, en 2012, Joseph Kabila, l'ancien président de la République, avait signé un accord sur le principe d'une force militaire internationale en 2012 avec le Rwanda. En 2021, Tshisekedi et Félix ont signé 3 accords avec le Rwanda. Notamment 1 sur la promotion des investissements, 2 sur la double imposition pour éviter les évasions fiscales en ce qui concerne les impôts sur les revenus. Troisièmement, Tshisekedi a signé un accord sur l'exploitation de l'or qui était géré chez nous par Sakima et d'autre part en Rwanda par l'entreprise Diter. Donc nous avons franchi beaucoup d'étapes de la diplomatie avec le Rwanda pour créer la paix, mais ça n'a pas été le cas. Comme pour dire qu'aujourd'hui, si la phase diplomatique et la phase de négociation échouent, nous n'avons plus une autre option que l'option de la force. On ne peut pas, comme disait le maréchal Mobutu, récupérer par les négociations ce que on vous a arraché par les armes. Si aujourd'hui on veut aller dans les dialogues, voici ce que ça signifie en réalité. Il s'agirait encore là, une fois de plus, de ce qu'on appelle un effet placebo en psychologie. L'effet placebo, en fait, c'est quoi? C'est on vous donne un remède qui, en fait, n'attaque pas la pathologie, la molécule n'atteint pas la pathologie, mais vous fait croire que vous êtes guéri. En fait, c'est ça le dialogue dans lequel on veut nous amener. On veut nous masser une plaie sans pour autant extirper la pus. Et il faudrait en ce moment, comme dit, Kiwis Parabellum, celui qui veut la paix, Kiwis Pacem Parabellum, qui veut la paix, prépare la guerre. Votre leader, le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, est au front en train de mobiliser les Congolais, les jeunes, pour affronter l'ennemi. En quelle qualité il mobilise les Congolais? Il y a ceux qui disent qu'il sera en train d'empiéter sur les prérogatives du ministre de la Défense alors qu'il n'est le plus. Un État en guerre a une seule devise. Alors un État en guerre, vous lirez ça, ce que j'ai dit, vous lirez ça dans l'histoire de la Révolution française, en Espagne, au Japon, en Tunisie, un État en guerre avec une seule devise. La seule devise, c'est la défense de la patrie. Jean-Pierre Bemba n'est pas ministre des Transports en ce moment dans ce qu'il fait comme tournée. Il le fait en tant que leader d'opinion, acteur des masses. Vous savez, dans une guerre, les guerres ont plusieurs stratégies, axes et méthodes. Parmi les stratégies qui sont plus dangereuses, il y a le front, je vais dire, parce qu'il y a le front diplomatique opérationnel, il y a le front communicationnel. Dans le front de la communication, il y a un corollaire. Ce corollaire qui consiste à peindre l'image de l'ennemi à l'égard des défenseurs du pays. Il faut dire c'est que l'ennemi à l'égard des défenseurs du pays pour qu'ils prennent garde. Vous savez, lorsqu'on peint l'image de l'ennemi, on galvanise les troupes. Si avec des munitions de guerre, on ne peut pas exterminer tout un peuple, je veux vous dire ici qu'avec une parole, on peut révolutionner tout un peuple. Et Jean-Pierre Bemba l'a compris. Ouais. Il s'est dit, c'est avec la parole d'abord qu'on peut révolutionner tout un peuple. Et la défense que nous devons nous avoir maintenant là ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de nous-mêmes. D'où il faut actionner les fonds de la communication. Si aujourd'hui, beaucoup d'Américains, beaucoup d'autres qui sont des Occidentaux ont tendance à avoir une... Je ne suis pas en train de faire l'apologie de Ben Laden. Donnez-moi 30 secondes. Je ne fais pas l'apologie de Ben Laden. Si aujourd'hui les Américains ont tous une image de Ben Laden, c'est parce que les États-Unis ont activé l'image, je veux dire le front de la communication sur la personne de Ben Laden. Et ils ont réussi. Si vous pensez que le peuple est naïf, je vais rappeler à ceux qui pensent que le peuple est naïf. Hosni Moubarak en Égypte est parti par la pression populaire. Merci, Ben Ali de même, Bouteflika. Donc l'armée la plus solide d'une nation, c'est avant tout d'abord la réserve patriotique. Et voilà pourquoi Jean-Pierre Bemba l'ayant compris, il active la flamme patriotique pour bouter l'ennemi dehors. Merci. Bon, j'aimerais que vous répondiez à cette question. Vous avez 1 minute avant de passer la parole à d'autres invités. N'est-il pas, lui, Jean-Pierre Bemba, en train d'acheter le patriotisme des Congolais lorsqu'il leur dit que les diplômés d'État gradués, licenciés qui seront enrôlés au FRDC auront des primes conséquentes? Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Merci. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Alors, Évariste Tshiswaka, êtes-vous de même avis que votre co-débatteur qui prône ici le front militaire et non la négociation? Il a même parlé de l'effet placebo qui résulterait de cet éventuel dialogue avec ceux qui nous font la guerre.
Oh, merci beaucoup, cher Moses. Je pense que mon ami Diamba a essayé d'aller en profondeur pour essayer de motiver sur le plan des guerres, comment est-ce que nous devons faire pour essayer d'arracher cette victoire, pas par les dialogues. Mais permettez-moi d'essayer un peu d'éclaircir certaines zones d'ombre que j'ai constatées, peut-être dans son dire, parce qu'il y a ce moment ici où le Congolais, le chef de l'État d'abord, je pense que dans son adresse après la prise de Goma, il a parlé de l'unité nationale comme socle, comme soubassement de notre force. Et il a appelé à tous les Congolais à s'unir, il a appelé à la cohésion nationale. Alors, quand il faut parler de dialogue ici, il faut d'abord parler dans les cadres internes et à l'externe. Alors, dans les cadres internes, nous avons besoin qu'en ce moment, que tous les Congolais, nous soyons unis malgré nos divergences, mais nous devons nous converger, être ensemble pour soutenir l'action publique, pour soutenir nos troupes, pour soutenir l'armée, en fait que nous puissions c'est pas ce que pense l'UDPS qui a désavoué les évêques et le pasteur de l'église protestante. Bon, chacun est libre de penser ce qu'il pense et chacun est libre aussi de proposer. Il ne faut pas s'arrêter seulement à condamner ce que les autres sont en train de faire, mais il faut aussi penser à proposer ce qu'il y a de meilleur. Parce que moi, je me suis opposé à ce que l'UDPS, qui sont nos alliés, sont en train de faire en ce moment, s'attaquer aux évêques. Pourquoi ? L'action des évêques n'est pas une action gouvernementale. L'action des évêques n'a pas interdit au gouvernement d'équiper encore davantage notre armée pour faire la guerre. L'action des évêques n'a pas interdit à notre armée, nos FARDC, d'être efficaces sur le terrain, de combattre. Non. C'est une action singulière, allant dans le sens de trouver un cadre pour consolider et cimenter la cohésion nationale. Donc là, c'est mon analyse. C'est pourquoi j'invite nos alliés de l'UDPS et certaines personnes qui sont en train de critiquer, qui sont en train de vilipender les évêques et le pasteur de l'ECC. Laissez les évêques faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour cimenter, pour créer la cohésion à l'interne. Cela ne consiste pas à créer une cohésion avec Kagame. On ne créera pas une cohésion avec Kagame. Mais plutôt, nous devons entendre les uns les autres parce que Franck Diongo et les autres, ce sont des Congolais on va y qui revenir. peut-être sont frustrés aujourd'hui. Alors, en parlant des opposants, je vais vous poser cette question. Mais bien avant, j'aimerais que vous nous expliquiez ces silences de Tshisekedi après la prise de Bukavu. Vous savez, son adresse après la prise de Goma était très attendue. Les Congolais étaient suspendus même à la déclaration des guerres. Mais pourquoi le président n'a plus pipé mot après que Bukavu ait été tombé? Je pense que le président juge des opportunités de quand il faut parler, quand est-ce qu'il ne doit pas parler. Mais en réalité, il y a toujours des actions qui sont en train de se mener. Ce n'est pas seulement la parole du président de la République qui vaut une grande valeur, mais c'est aussi plutôt les actions concrètes qui sont en train d'être menées sur le terrain. Donc je pense que le peuple congolais avait déjà la parole du président de la République qui appelait à la mobilisation générale. Nous devons nous mobiliser malgré ce que nous pouvons considérer comme l'avancée de l'ennemi. Mais cela ne nous pousse pas, nous, de nous désolidariser de notre armée, ne nous pousse pas, nous, à nous désengager de notre engagement que nous avons de sauver la patrie, de s'unir, de travailler et d'appuyer nos FARDC. Cela ne nous empêche pas. Donc, certainement, le chef de l'État, il a un agenda. Peut-être aujourd'hui ou peut-être demain, on ne sait pas. Le chef de l'État va parler. Et je pense aussi qu'il y a, entre guillemets, un remaniement qui pourra aussi être effectué. Toutes ces actions partent dans le sens de renforcer, de monter encore plus de stratégies pour barrer la route à l'ennemi. Vous prenez un dialogue en interne, c'est même la démarche des évêques et qui ont rencontré, je parle des évêques catholiques et le pasteur de l'église protestante qui ont rencontré des opposants, des exilés politiques en Europe, notamment, vous avez parlé ici de Franck Diongo, il y a Jean-Claude Wemba, mais également les camps de Katumbi et les autres.
Visiblement, les opposants sont aussi divisés quant à ce. Le camp de Diongo sont d'accord avec le dialogue, mais ils exigent le départ de Tshisekedi avant de procéder au dialogue à la tête du pays. Le départ de Tshisekedi à la tête du pays. Cher Moses, je vous rappelle ici qu'il n'y a pas longtemps, je crois que c'était l'année passée, que nous, le Parti Orange, nous nous étions engagés dans des consultations pour consulter la classe politique, le différent acteurs politiques, pour consulter l'opposition, la société civile et aussi le prélat catholique. Je vous rappelle que nous, le Parti Orange, nous étions allés consulter Martin. Nous avons consulté Martin Fayoulou à l'époque. Nous avons consulté l'ECC. Nous avons consulté aussi la Cinco. Donc, c'était dans les cadres de renforcer, de trouver un cadre de concertation pour la cohésion nationale. Et aujourd'hui, ce qui est en train d'être fait par le prélat catholique, je dis bien ça en interne. Ouais. Vous savez, le Congo, c'est un grand pays et nous sommes tous des Congolais. Et quand on parle en termes de dialoguer, c'est-à-dire on doit se mettre d'accord que la priorité en ce moment ici, c'est d'abord barrer la route à l'ennemi. Et aucun cahier de charges qui va dans le sens de soutenir les actions machiavéliques de Kagame ne peut être pris en charge. Donc, les cahiers de charges qui seront considérés, ce sont des cahiers de charges qui vont dans le sens de consolider l'unité nationale pour barrer, bien sûr, la route à l'ennemi parce que nous devons protéger notre pays et nous devons faire face à cette menace grandissante qui est... J'aimerais que vous preniez cette dernière question avant de passer la parole à Maître Bissello. Au grand mot des grands remèdes, dit-on, pourquoi Tshisekedi lui-même n'appelle pas, ou soit n'étend-il pas la main à ses détracteurs politiques, à ses opposants, pour faire face à l'ennemi? Est-il dépassé par les événements, Hubert? Mais pas du tout. Le chef de l'État a toujours resté ouvert, prêt à discuter, à parler avec tout Congolais. Le chef de l'État est resté ouvert. Mais seulement, les acteurs politiques doivent se dépasser. Nous devons quitter cet égoïsme. Nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas seulement des intérêts privés. Les intérêts privés ne doivent pas primer sur les intérêts généraux de la nation. C'est ça le problème. Parce que moi, je vois aujourd'hui, il y a un intérêt supérieur de la nation, c'est la sauvegarde de notre pays. C'est sécuriser, protéger notre souveraineté, c'est protéger notre intégrité territoriale. C'est question de faire face à Kagame, qui est déterminé à déstabiliser le pays. Et voir aujourd'hui des Congolais qui se disent de l'opposition politique, mais s'allier derrière les intentions de Kagame et attendre que le chef de l'État aille vers eux, je pense que ça serait aberrant. Merci. Le chef de l'État reste ouvert, prêt à parler avec tout le monde. Et en ce moment ici, tout celui qui pense qu'il est Congolais, qui a une recette à proposer comme la Cinco et les CC l'ont fait, peut présenter sa recette, pourvu que ça nous amène à barrer la route à l'ennemi, comme je l'ai dit. Maître Bissello, entre dialoguer avec l'ennemi et lui faire la guerre, quelle serait la meilleure alternative pour vous? Et s'il faut dialoguer pour quelle concession? Il faut d'abord définir l'ennemi. Si de prime abord nos amis du pouvoir considèrent les ennemis ceux qui ne marchent pas selon leur pas, leur conception de la démocratie et d'exercice du pouvoir, il faut définir qui est l'ennemi. Est-ce que l'ennemi c'est l'étranger? Qui est étranger? Vous voyez comment c'est complexe. Est-ce que... Vous voyez, mon cher ami, ce qui caractérise tout à fait ce régime, c'est... La singularité de ce pouvoir en déclin, en fait, c'est le désordre. C'est vraiment le désordre. Vous avez mis le point sur quelque chose, mais on a semblé éluder ça comme si c'était rien. Pourquoi est-ce que le ministre du Transport se met en quatre, au lieu de nous régler les embouteillages compromis, de faire en sorte que nous roulions, ben, il s'improvise ministre de la mobilisation et de l'armée. Alors que le ministre de la Justice, on attend ce qu'il applique l'ordonnance présidentielle pour libérer ne serait-ce que ceux qui bénéficient déjà de la grâce présidentielle, ben, il s'improvise ministre des réseaux sociaux et ministre de l'armée céleste dans les églises. Le ministre de l'Intérieur, n'en parlons pas.
Lui, il s'improvise ministre des TikTokers. Ministre des églises parce qu'il avait appelé... non, parce qu'en temps de guerre, il est dans une église, après avoir pris la parole, il dit « L'armée la plus puissante, c'est l'armée céleste ». Donc, autrement dit, lui-même, il est en train d'avouer effectivement que notre armée de la République démocratique du Congo n'est pas à la hauteur. Donc, il faut continuer à prier, comme ils nous ont habitués, à faire des grandes cérémonies à coups de millions de dollars dans les stades pour dire Dieu envoie tes anges pour venir défendre la République démocratique du Congo. Selon vous, donc vous laissez entendre qu'ils ont désacralisé l'État. Non seulement ils n'ont jamais considéré ce que c'est que l'État, je crois que beaucoup ne savent pas, ils n'ont pas envie de savoir ce que c'est que l'État. Effectivement, ils ont désacralisé les fonctions de l'État. Ça, c'est une vérité. Et au lieu de cela, à un moment de se remettre en question, dans ce moment critique, ils continuent à avoir cette insolence, cet orgueil, par l'initiative prise par les hommes d'église et les hommes de paix, dont l'objectif ici, c'est un pacte pour la paix et le vivre ensemble. On peut ne pas être d'accord sur le format, les structures qui vont être mises en place, mais c'est d'en parler. Mais eux, non. Ils se permettent de dire « Ouais, c'est des traîtres. Oh non, c'est des... » Non, mais ils sont quand même incroyables. Hein. Ils sont incroyables. Ils n'ont même pas la décence, dans cette période, de favoriser l'harmonie, le vivre ensemble, la cohésion nationale. Alors que c'est le devoir qui les incombe. C'est un devoir pour eux. Si l'opposition refuse la main tendue, c'est son droit. Parce que une fois que vous avez été arrêté parce que vous avez pensé autrement, une fois que vous avez été tabassé parce que vous avez dit une certaine vérité, une fois qu'on vous a volé, on vous a arraché vos biens par quelqu'un qui est du régime, ben vous n'êtes pas obligé de les croire. Vous n'êtes pas obligé de les faire confiance. À plus forte raison, ils ne tiennent jamais leur parole. La question qui se pose, c'est quelle est leur propre crédibilité? Ils ne sont pas crédibles. Depuis le début, ils ne sont pas crédibles. Ce sont des espèces de schizophrènes. Qui ne connaît pas Djakas, qui parle bien français, qui emploie des terminologies. Je suis resté ébahi, assis, vautré dans ma chaise. Je me dis, qu'est-ce qu'il parle bien cet homme? Cet garçon, il est très intelligent. Il a la verve, oratoire. Ouais, effectivement. Mais il suffit de lire tant soit peu pour connaître, effectivement, que les Rwandais ont des velléités expansionnistes connues. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Alors, quand on arrive au pouvoir dans un climat tout à fait suspicieux pour Félix-Antoine Tshisekedi, la première des choses, c'est déjà de ne pas croire à un menteur. De ne pas croire à quelqu'un qui n'a jamais respecté un accord. De ne pas tendre la main à Paul Kagame, mais d'attendre la main au milieu des Congolais, millions de Congolais massacrés par les troupes rwandaises ou ougandaises. C'est ça qu'il fallait faire. C'est ça. Consacrer le mémorial des Congolais massacrés par des Rwandais, des Burundais et des Ougandais pour chasser Mobutu. Non, ils disent non, on va oublier. On va ramener Kagame au stade des martyrs. Non seulement, il lui donne l'or, il lui donne tout. Au dépens même des Congolais qui sont ici à Kinshasa avec eux. Les Congolais qui sont ici n'ont droit qu'à une chose. Police politique. Il faut les arrêter, les enfermer. C'est ça. Et maintenant, après avoir joué avec les institutions du pays, manipulé l'opinion, dans la contradiction, oh, ils nous attaquent, Rwanda nous attaque, mais on fait la paix avec le Rwanda. Rwanda a violé notre espace frontalier, mais on laisse exercer ses prérogatives diplomatiques en Kinshasa. Donc, toute cette contradiction fait qu'on n'est pas crédible. Le pouvoir, en tout cas, de Kinshasa n'est pas crédible. Et Maître Djakas, Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. On ne va pas dire la capitale, le pouvoir de Bandundu n'est pas crédible. Le pouvoir de Kinshasa n'est pas crédible. Donc, en cela, il faut dire une chose. Ce n'est pas l'opposition qui a besoin qu'on tende la main. Ce n'est pas l'opposition qui est menacée par son pouvoir. Non, mais c'est le pays qui est menacé. Ce pays ne sera pas aussi simplement mécanisé. Ce pays ne dépend pas d'un homme, pas même de Paul Kagame. Le vivre ensemble des Congolais ne dépend pas de Paul Kagame, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous croyez que nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos femmes qui sont en Goma ou bien Bukavu, ils ont envie de devenir Rwandais? Est-ce que vous croyez sincèrement cela? Qu'est-ce qui les aura empêchés depuis tout ce temps? Est-ce que même le pouvoir de Kinshasa, pendant des décennies, après l'arrivée des troupes de FDL ici, est-ce qu'ils se sont sentis faire partie du Rwanda ou des autres pays? Le fibre patriotique est dans chacun des Congolais. Qu'on n'essaye pas de nous mentir. Mais ce qui est vrai, et ça les autorités le savent,
Le Rwanda massacre les Congolais dans leur espace de vie naturelle pour qu'il ne reste plus un seul. Ils violent non seulement les femmes, mais ils massacrent leurs organes productifs pour qu'ils ne produisent plus de nouveaux Congolais. Le pouvoir de Kinshasa le sait, c'est pour ça que servent les services de renseignement. C'est pour ça qu'a servi tous ces rapports mapping et compagnie. Donc, les velléités de Rwanda de faire vider dans des espaces naturels les Congolais pour que plus tard ils aient des velléités expansionnistes de venir s'installer est connue. Mais au-delà de ça, dans ces espaces, il y a également des intérêts miniers. C'est pour cela qu'il ne faut pas en vouloir à la France. Hein. Il ne faut pas en vouloir à Washington. C'est un monde des intérêts. Les entreprises américaines qui sortent des milliards de dollars pour que le Rwanda vous fasse la guerre, ils attendent de retour sur l'investissement. Et si là vous êtes dans le sentimental, ah non, vous ne devez pas dire ça, c'est une rhétorique. Oui, mais en attendant, les territoires partent. Et c'est ça le plus important, et le plus grave. Et ça, je crois qu'il n'y a pas plus haute trahison que de vouloir faire la paix avec, ou bien de vouloir faire des affaires avec quelqu'un dont vous savez, in fine, qui n'a qu'un seul objectif, de prendre notre espace territorial. Mais cette particularité ne se résume pas seulement qu'avec le Rwanda. Avec l'Angola, on a les mêmes problèmes. C'est pas parce qu'il n'y a pas des balles qui sifflent qu'on n'a pas les mêmes problèmes territorial. On aura les mêmes problèmes avec le Centrafrique et le Sud-Soudan par rapport à l'eau. Ce sont des problèmes que ceux qui veulent le pouvoir politique, ils doivent mettre dans la tête que ce sont des problèmes à rencontrer et à contrer. Et en conséquence, gouverner, c'est prévoir. Vu la gravité de la situation, ne pouvez-vous pas vous départir de votre casaque d'extrémistes? Je parle de vous, les opposants. Je l'ai dit ici, Franck Diongo appelle Tshisekedi à la démission pour qu'il puisse finalement dialoguer avec lui. Est-ce important cette attitude en ces temps des guerres? Vous savez, je suis en train d'écouter sur TikTok une femme qui est en train de pleurer, qui dit, moi, on a violé ma mère sous mes yeux. On m'a violé, je peux vous montrer les cicatrices de tout le corps. On a tué ma grand-mère avant de la violer. Mon père était parti à l'armée pour défendre, justement pour se venger. Non pas pour défendre le pays, pour se venger. Mon père est mort depuis. Comment pouvez-vous demander à cette femme de ne pas être extrémiste? C'est quoi être extrémiste? C'est vouloir la survie? C'est quoi être extrémiste? Rêver encore d'un Congo grand, uni et fort? Parce que nous ne pouvons plus supporter la bêtise humaine? Parce que nous ne pouvons plus supporter ces mépris des Congolais? Comment voulez-vous qu'en 7 ans qu'il n'y ait rien qui n'ait évolué dans la vie des Congolais? Pas même des portions d'1 kilomètre de route. Comment voulez-vous accepter qu'un homme met au monde un enfant dans des contrées, des montagnes de Sud Kivu, mais qui ne soit pas capable de nourrir sa famille alors que nous sommes dans une terre riche et qui doit prendre des armes pour nourrir sa famille avec des miettes? Comment voulez-vous accepter que vous voyez votre famille en train de se faire décimer et vous dites vous ne devez pas rester extrémiste? Vous devrez devenir les extrémistes. Parce que c'est un mode de sauvegarde. Oui, nous savons ce que c'est que de ne pas avoir de terre. Nous savons ce que c'est que de ne pas avoir de terre. Les Congolais aujourd'hui sont les premiers à s'exiler. Alors que nous étions censés rentrer dans une phase où les Congolais devaient revenir de pays étrangers. Les premiers aujourd'hui à remplir les aéroports de Bruxelles et de France et des États-Unis, ce sont les Congolais. Quels Congolais? C'est les leurs qui ont pris l'argent. Et c'est toujours les mêmes qui sont en train d'attendre la mort. Et vous dites non, il faut doser, il ne faut pas rester extrémiste. Mais il n'y a qu'une seule vie. Si cette personne-là doit se mettre dans le monde extrémiste pour sauvegarder, pour transmettre à ses enfants l'espoir que ce pays peut renaître, peut-être pas de Tshisekedi, mais de quelqu'un d'autre. Et que la gestion du pouvoir, ça ne consistait pas à acquérir des minerais, mais à faire en sorte qu'on vive ensemble en cohésion. Et que le pouvoir ne s'utilise pas pour traquer ceux qui ne pensent pas comme vous. Mais c'est normal. C'est la dignité humaine qui est en jeu. Et moi, je crois que, à part sortir de rhétorique ici, ils veulent se faire bonne conscience. Ils ont le monopole de la bonne pensée. Non. Ce qui est véritable, c'est qu'ils ont une mauvaise gestion. Et jusqu'aujourd'hui même, je vous ai dit que j'ai commencé par Constant Moutamba, l'ordonnance présidentielle signée. De grâce, on attend l'application. Non, il va à l'église dire, non, vous savez, ils ont pris Bukavu, ils font pris Goma.
Mais moi, ce que je sais, l'armée la plus puissante, c'est l'armée céleste. Mais qu'il appelle l'armée céleste pour chasser les Rwandais. Et qu'ils ne viennent pas nous casser les oreilles. Merci, Maître Eric Bisselo. Djagas Djamba, selon une certaine opinion, les discours ambigus de Tshisekedi sur cette guerre seraient à la base de la réticence dont fait montre la communauté internationale qui hésite jusqu'ici de prendre des sanctions ciblées contre les Rwandais. Félix Tshisekedi, tantôt il dit c'est le Rwanda qui agresse la RDC, tantôt il responsabilise Joseph Kabila comme étant responsable, comme étant commanditaire, de la rébellion, comme il l'avait dit tout récemment en Allemagne. Comment jugez-vous ces discours à double sens, ces discours à double standard? Merci. D'abord, avant de répondre, si vous permettez, une minute, je rencontre... Vous avez 3 minutes pour cette prise de parole, allez-y. Ok, 30 secondes. Je vais dire à Maître Eric Bisselo qu'il a confondu. Lorsqu'on parle de Jean-Pierre Bemba dans la mobilisation des masses, j'ai dit que la devise était la défense de la patrie. Il a oublié ce qu'on appelle la notion de l'échelle des valeurs. Si aujourd'hui les Rwandais prennent le pays, même l'embouteillage dont il fait allusion va disparaître parce que ça va laisser place à une ville morte. La psychose va faire en sorte que peut-être que lui ne sera plus au pays. Alors je ne voudrais pas qu'on en arrive là. Jean-Pierre Bemba a compris les dangers. Que ce qui va arriver sera tellement catastrophique qu'il faut en ce moment ici que tout le monde soit converti en militaire. Ça ne veut pas dire, lorsqu'on mobilise les foules, on laisse d'exercer ses tâches régaliennes, républicaines. Non, il est ministre des Transports, les décisions sont prises, les affaires courantes sont gérées. À distance? Non, même pas à distance. Est-ce qu'attendez, c'est ça le problème avec nous. Nous voulons un leadership du directoire ou des bureaucrates. Le leadership, il a plusieurs corollaires. Le leadership délégatif existe. Participatif existe, négociateur et tout le reste. Pourquoi on veut rester sur un leadership bureaucratique? Attention, ça c'est un modèle de leadership dépassé, archaïque et médiéval. Je reviens à ce que vous m'avez posé comme question. Le président pourquoi je veux dire, ses collègues ministres ne lui ont pas emboîté les pas? Écoutez. Pourquoi est-ce que tout le monde doit agir comme Jean-Pierre Bemba? Au nom de quel principe? Chacun connaît les dangers à la hauteur de ce qu'il a comme information. Et même, chacun connaît comment exprimer aussi son patriotisme. Nous, ce que nous faisons ici, c'est du patriotisme. Nous activons les fronts communicationnels. Je ne vais pas aller faire l'armée, mais ceux qui font l'armée, ils les font. Ceux qui sont dans l'axe diplomatique, ils les font. Les guerres sont multisystèmes, multiformes, et donc chacun s'y prend par rapport aux moyens qui sont en présence, enfin, par rapport à ses propres moyens. Donc Jean-Pierre Bemba, au regard de ce qu'il a qu'il dispose comme moyens, il applique, les autres aussi, ils appliquent. Donc chacun par rapport à ses capacités. Donc tout le monde ne doit pas agir de la même manière. Sinon alors, si tout le monde doit agir de la même manière, ça veut dire que vous allez oublier d'autres axes. Et on va vous surprendre par les limites. Tshisekedi, il accrédite la thèse de Kigali selon laquelle c'est une guerre congolo-congolaise. Non, faux. Écoutez, ça tombe bien, je profite de votre micro pour éclairer la lanterne. Il confirme, et nous confirmons ça aujourd'hui, que le M23 c'est le Rwanda. Il y a deux composantes parmi ceux qui nous agressent frontalement. Il y a l'AFC et puis le M23. Ce n'est pas le M23 seul, c'est AFC M23. Tshisekedi a dit l'AFC c'est Kabila. Le M23, c'est le Rwanda. Où est l'ambiguïté? Ces deux composantes en un seul qui convergent vers les mêmes intérêts. Les velléités expansionnistes, comme Maître Eric Bisselo l'a dit. Le M23 part d'où? Le M23, en fait, ce n'est même pas un mouvement. Le M23 est né de l'accord signé avec le CNDP le 23 mars 2009. Le CNDP vient d'où? Le CNDP vient d'un ancien sociétaire du RCD, Kunda Batouare. Donc, on ne va pas ici se voiler la face. Et le RCD, on connaît. Que ce soit le RCD avec Ernest Wamba Diawamba, avec Émile Ilunga. Tous avec un seul parrain, Kagame. Donc, en fait, c'est une guerre de nomenclature, mais les venins, il est resté les mêmes. RCD, CNDP, M23, AFC. Donc, AFC, c'est Kabila, comme il l'a dit. Et le M23, c'est le Rwanda. Il a des bonnes raisons pour dire que l'AFC, c'est Kabila. Je voudrais qu'ici qu'on parle entre nous, qu'on se regarde en face. Les dignitaires de l'AFC, je ne parle pas des dignitaires de M23 que nous connaissons. M23, c'est les Sultani Makenga, c'est les Bertrand Bisimwa, c'est les Willy Ngoma, tout ce que vous connaissez, Kundabatore, Bosco Tanganda, tout ce que vous voulez. Je parle de l'AFC. Parlons de l'AFC. L'AFC a vu le jour quand? Qui sont sociétaires de l'AFC? Les sociétaires de l'AFC, ce sont les dissidents. Je ne veux pas dire dissidents. Ce sont les membres du PPRD. Les caciques, ce sont les membres du PPRD. Je sais que certains vont dire, écoutez-vous du MLC, Jean-Jacques Mamba aussi était là-bas et là-bas. Jean-Jacques Mamba est allé à l'AFC, il avait quitté le MLC, ça faisait une année. Ça faisait une année qu'il avait quitté le MLC, il n'était plus MLC. Donc on ne doit pas ici se voiler la face. L'AFC c'est Kabila. Et des raisons pour le dire, il y en a. Les raisons pour les soutenir, il y en a.
Le chef de l'État n'est pas idiot. Bon, il parle de Maître Bissello. Ouais, parlons justement de la mobilisation de troupes de Congolais face à cette guerre. Pourquoi Bemba, permettez-moi de cette petite fixation, a-t-il attendu que la situation se dégénère pour qu'il mobilise enfin les Congolais? Pourquoi ne l'avait-il pas fait lorsque Bunagana et d'autres agglomérations étaient déjà prises? Je vous rappelle que lorsque Jean-Pierre Bemba arrive comme VP de la Défense, il trouve les unités en présence à 134 000 hommes. Il quitte, ils sont à 167 000 hommes. Donc, il a fait sa tâche. En tant que ministre de la Défense, le ministre de la Défense agit dans la phase préparatoire. Et la phase préparatoire, c'est la mise en condition des unités, notamment les formations, l'équipement, logistique et tout le reste qui va avec. Merci. Donc, on a formé les hommes et il s'est mis dans sa peau de former les hommes. Et là, maintenant, il faut galvaniser les troupes. Permettez-moi, dans 30 secondes, je vais rencontrer 30 secondes, justement, la parole de tourner. Il parle de la démarche des prêtres. Il dit qu'on s'attaque aux prêtres. Non, c'est faux. À un moment donné, il faut qu'on soit... Moi, je veux bien un dialogue entre Congolais. Mais la démarche des prêtres, c'est une démarche en fait, qui présage quelque chose de pas très correct. Dites-moi un peu, parlons-nous en face, Maître Eric Bissello avec moi ici sur le plateau. Si c'était la sœur de Maître Eric Bissello, le frère de Maître Eric Bissello, ou bien la sœur du pasteur Ambongo ou du pasteur Cholet, qu'on avait égorgé, comme il venait de le dire, massacré, pensez-vous que c'est avec ces beaux sourires que le pasteur Cholet et compagnie allaient afficher vis-à-vis de ceux qui ont massacré leurs frères? De quoi est-ce que nous parlons? Nous voulons aller au dialogue, mais avec qui? Dans quel cadre? Et ils disent qu'ils sont princes de l'église, qu'ils sont dirigeants de l'église. L'église est bâtie sur le Christ. Le Christ, à part le fait d'être prince de paix, le Christ est Dieu de justice. Qu'est-ce que ça signifie la justice? C'est rendre le mal, c'est-à-dire leur sort, et le juste leur sentence. Ils sont princes de justice. Mais vous allez vers quelqu'un qui décime votre peuple, qui écrase votre peuple, qui les mutile devant vous. Vous avez les images. Et vous allez tout sourire. Écoutez, pendant ce temps, vous n'épipez mot. Mais quand il s'agit de rater du pouvoir, rater des gouvernances, ce sont les premiers. Ce qui m'étonne, est-ce que les pasteurs Cholet, les pasteurs, parce que ce sont des pasteurs, les pasteurs sur les pasteurs Ambongo et compagnie, et pasteur Bukundo, pour qui j'ai beaucoup de respect, lorsqu'il faut critiquer les mauvaises actions posées par le gouvernement, ils ont besoin d'un dialogue? Non. Mais quand il faut condamner l'agression rwandaise contre votre propre peuple, vous avez besoin d'un dialogue? Non, ça c'est une hypocrisie légendaire et nocive. Et que produira la condamnation selon vous? Oh, attendez, je vous ai dit ici que les guerres ont plusieurs fronts. Vous imaginez, attendez, l'église catholique n'est pas n'importe quelle église. C'est limité à la condamnation et trouver des voies et moyens pour mettre fin à la guerre. Nous ne demandons pas à l'église catholique de monter les stratégies de guerre. Mais en tant que leader des masses, pasteur d'une grande communauté, condamner l'agression rwandaise directement avec ce supplétif aura un effet positif sur l'armement mental d'un peuple. Je vous ai dit ici qu'avec la parole, on peut révolutionner tout un peuple. Merci. Mais avec les munitions de guerre, on ne peut pas exterminer tout un peuple. Merci. Alors, je rappelle notre standard, c'est le 097 30 50 850, 097 30 50 850. Continuez à nous envoyer vos messages. Je rappelle aussi, pour ceux qui nous suivent sur les ondes FM, vous avez cette possibilité de nous regarder en direct de la télévision. Allez-y sur Play Store ou App Store, téléchargez l'application de BlueSat, dénommée Blue OTT International. Je répète, Blue OTT International, canal 973 sur RTGA, Aude, et aussi sur Canal+, à la télévision, vous nous suivez sur 365. Je veux dire, Évariste Tshiswaka, comment commentez-vous cette réticence de la communauté internationale, comme je le disais tantôt, quant aux sanctions qu'on continue à attendre contre le Rwanda? Est-ce que cette communauté internationale a-t-elle lâché Tshisekedi? C'est même la question du départ de cette émission. Merci beaucoup, cher Moses. Permettez-moi de recadrer mon co-débatteur, Maître Eric Bissello, et qu'ici nous ne sommes pas en train de traiter les opposants comme les ennemis de la République, mais plutôt, dans cette circonstance, c'est le Rwanda qui est l'ennemi du Congo et tous ceux qui s'alignent derrière le Rwanda, opposants ou de la mouvance, sont les ennemis du Congo. Il faut prendre ça comme ça. Alors, par rapport à la communauté internationale,
D'abord, je note ceci. L'Union africaine semble une coquille vide. L'Union africaine semble être très faible. Pourquoi je dis cela? Hier, j'ai suivi l'interview du président Sassou Nguesso du Congo d'en face par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre à l'est de notre pays. Je vis la légèreté avec laquelle le président Sassou Nguesso traitait ces dossiers, parlait de ces dossiers. Je comprends que l'Union africaine se comporte comme un enfant qui attend les dictats de l'Union européenne ou bien encore des autres puissances du monde. Et je me pose la question, à quoi et que peut-on espérer de l'Union africaine dans ces conflits entre le Rwanda et la République démocratique du Congo? Parce qu'il faut rappeler ici que la RDC et le Rwanda sont dans cette union, sont membres de l'Union africaine. Et je me pose la question, si c'était, par exemple, la France et la Belgique qui sont membres de l'Union européenne, est-ce que l'Union européenne se serait comportée comme l'Union africaine se comporte aujourd'hui? Donc, ça démontre comment est-ce que nous, les Africains, nous ne voulons pas grandir, nous ne voulons pas nous considérer comme une puissance sur laquelle le monde entier, parce qu'il faut rappeler que la RDC et l'Afrique regorgent beaucoup de solutions pour le monde entier, parce que même sur le plan climatique, c'est l'Afrique et surtout le bassin du Congo. Mais regardez les Africains dans cette Union africaine, comment ils n'arrivent pas à résoudre avec sérieux le problème, les conflits entre la RDC et le Rwanda, me pousse à dire qu'on ne peut rien espérer de l'Union africaine. Par rapport à l'Union européenne, qui aujourd'hui nous saluons, après le balai diplomatique, après ce qu'a mené Mme Thérèse Kayikwamba, notre ministre des Affaires étrangères, nous voyons il y a quand même des sanctions, bien que faibles encore, il y a quand même des États de l'Union européenne qui commencent à condamner de manière claire et explicite ce qui se passe aujourd'hui à l'est du pays et condamner de manière ouverte le Rwanda. Mais jusque-là, les sanctions tardent à venir. Mais s'il faut parler des sanctions, cher Moses, le Rwanda peut ou ne pas obtempérer au dictat de l'Union européenne. Le Rwanda peut ou ne pas obtempérer. Je vous rappelle qu'en Afrique, il y a deux pays. Je vous rappelle, il y a le Mali qui est sous sanctions, sanctionné par l'Union européenne. Il y a le Burkina Faso, il y a le Niger. Mais ces pays-là continuent à exister. Donc le Rwanda peut aussi faire face. Kagame l'avait dit à Jeune Afrique. Il a dit entre les menaces existentielles et les menaces des sanctions, il choisirait d'affronter des menaces de sanctions. Au nom de sa souveraineté, le Rwanda peut ou ne pas obtempérer face à ce que dit l'Union européenne. C'est pourquoi nous, on ne doit pas croiser les bras, attendre les sanctions de l'Union européenne, mais nous devons trouver de vrais alliés. Et comme l'a dit mon co-débatteur, comme Mobutu l'avait dit, on doit récupérer ce qu'on nous avait arraché par la guerre. Nous allons aussi récupérer cela par les armes. Donc nous devons nous préparer en conséquence. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est aussi un aspect important. Le monde est bipolaire et bientôt peut-être tripolaire ou multipolaire, il sera. Donc c'est question maintenant que la RDC, en toute responsabilité, puisse choisir ses partenaires, de vrais partenaires, pas de partenaires hypocrites qui sont derrière le Rwanda et font semblant de condamner le jour, mais la nuit, c'est eux qui envoient l'argent, c'est eux qui envoient le minerai, c'est eux qui ne parlent pas le minerai, c'est eux qui envoient le matériel militaire. Parce qu'aujourd'hui, l'armement du M23, vous pensez qu'au Rwanda, on produit des armes? Vous pensez qu'au Rwanda, Kagame a une usine des armes? Non. C'est l'Union européenne, c'est l'OTAN qui fournit des armes. Les systèmes même de brouillage, de GPS, ce n'est pas créé ici en Afrique. Donc vous Mouya parle de l'unité des Congolais en ces temps de guerre.
Mais pourquoi Tshisekedi lui-même ne le fait pas? Mais quand vous parlez de Mouyaya, qui est Mouyaya? Il est le porte-parole du gouvernement. Mais quand le porte-parole du gouvernement parle de l'unité des Congolais, c'est tout le gouvernement qui en parle. Et Tshisekedi, je vous rappelle, dans son adresse, c'était après que Goma soit entre le mains de rebelles, il a parlé de l'unité. Et combien de fois on va parler de cette unité? Vous sentez qu'il y a des Congolais, parce que mon co-débatteur a parlé que ce n'est pas l'opposition que sont les ennemis, nous traitons l'opposition comme des ennemis. Il a dit cela. Mais moi je dis, mais combien de fois il semble aujourd'hui que ceux qui se disent des opposants sont derrière le Rwanda. Nous avons cité ici le PPRD, nous avons cité Kabila, qui aujourd'hui, ça s'avère vrai parce que le chef de l'État est mieux informé. Aujourd'hui, il est évident que Kabila est en train de soutenir, il est derrière les AFC et ils ont comme maître le Rwanda. Donc, appelé à l'unité nationale, nous appelons les Congolais. Qui ont encore l'essence du patriotisme. Appel à l'unité. Comment on peut appeler les gens à l'unité nationale au moment où le président lui-même s'en prend violemment à ceux à qui il devrait discuter au nom de la cohésion nationale tant recherchée? Non, quand vous parlez de s'en prendre à ceux qui, avec qui on doit faire cette cohésion, je pense que c'est faux. Mais quand on doit dire, s'il vous plaît, mais quand on doit dénoncer le mal qui se fait, c'est s'en prendre à quelqu'un, pas du tout. Merci. On a dénoncé ce que Kabila est en train de faire. Et aujourd'hui, moi, je ne crois pas que même si Kabila est avec le Rwanda, même les Nanga qui sont avec, permettez-moi de finir. 30 secondes. L'histoire risque de se répéter, bien que ça ne se répétera pas. Mosé était venu avec le Rwandais et Mosé était incapable de réaliser les cahiers de charges de Kagame. Et aujourd'hui, je vous dis, cher Moses, même si on prenait tout le Rwandais, on les déversait en RDC, le Rwanda ne nous prendra pas ces pays. Non, mais comment vous pouvez penser à cela alors que le petit Rwanda, il entre chez nous plus de 80 fois? Maître Eric Bisselo, comment entrevoyez-vous l'issue de cette guerre? Tout d'abord, permettez que je fasse un grand nettoyage parce que j'ai entendu mes deux amis ici parler de PPRD comme le parti phare dans l'opposition, mais vous oubliez un autre grand parti, l'UDPS. Vous ne savez pas qu'il y a des grands membres de l'UDPS qui ont rejoint Nanga dès le début de sa rébellion? On n'a pas accusé Augustin Kabouya d'être derrière la rébellion de Nanga. Est-ce qu'ils sont caciques de l'AFC? Quel est le rapport? Les membres actifs des secrétaires généraux, des membres de l'UDPS qui représentent le parti présidentiel dans les provinces ont rejoint le mouvement de Nanga et joué un rôle actif dans le mouvement AFC. Vous n'en avez pas dit que c'était Kabouya qui alimentait cela. Mais soyez cohérent avec votre intellect vous-même, soyez cohérent avec la vérité quand même. Arrêtez d'accuser les autres de tous les maux alors que vous-même ici, vous en êtes responsable. Nous, on n'a pas, nous, à l'opposition, la question ne se pose pas sur la relation que nous avons avec Paul Kagame. Nous savons que c'est le Hitler de l'Afrique, et ça depuis 96-97. C'est vous qui ne savez pas qui est Paul Kagame. Puisque quand il s'agit de sourire, vous êtes en train de juger les églises pour avoir souri avec Nanga. Mais n'avons pas vu des dents blanches ici avec Paul Kagame? N'avons pas vu des gens ici boire du champagne, d'autres prendre des selfies avec Paul Kagame. Et récemment, après que nous vous disions que Paul Kagame est le Hitler de l'Afrique et particulièrement du Congo. Après que tous les rapports du monde, généreux et libres, ont dit que Paul Kagame, et c'est celui qui a massacré les Congolais. Est-ce que toutes ces remontrances valent leur pesant d'or? Ça vale leur pesant d'or, pourquoi? Parce que dans leur stupitude, ils veulent nous faire croire à l'opinion congolaise que c'est eux qui doivent nous apprendre ce que c'est que le mal. Eux, ils mangeaient avec le mal tout en sachant que c'était le mal. Nous n'avons pas évolué. Nous n'avons pas rejoint Paul Kagame, donc nous restons cohérents. Parce que le ministre du Transport,
qui aujourd'hui veut se faire le ministre de la guerre, libre à lui. Mais la question était pertinente. Pourquoi cette mobilisation ne s'était pas faite au moment où Bounagan a été pris? Parce que votre pouvoir n'était pas menacé. Vous considérez que Bounagan est une bourgade perdue? Donc on peut se permettre de prendre là-bas, de massacrer les Congolais, de prendre des minerais, ça passe. Nous, on vous a dit non, ça fait partie du territoire national. Il y a des Congolais là-bas. Non, c'est pas grave, on doit faire la francophonie. Non, mais ils massacrent, ils veulent les faire là-bas. Il y a même des bombes qui tombent. Non, c'est pas grave, nous devons organiser les matchs de foot. C'est ça votre réalité. Merci, maître. Ce déni-là, c'est une injustice pour les Congolais. Et de la modestie. Et nous disons juste une chose. L'issue de la guerre, vous n'avez rien. L'issue de la guerre, elle est certaine. Cette guerre, il n'y aura pas de vainqueurs, il n'y a que des perdants. Particulièrement, les Congolais sont des perdants. Nous sommes perdants. Et ne croyez pas que ça sera une guerre qui va t'emporter avec l'armée. Vous savez très bien, vous avez dit de manière tout à fait pertinente, le silence des chefs d'État avec la prise de Goma, après la prise de Goma. Vous savez ce que nous avons perdu à Goma. Entre-temps, Tshisekedi n'a pas capitulé concernant cette ligne rouge n'est pas franchie. Comme l'escarmouche. Avec la discussion. Comme l'escarmouche. Discuter avec les M23. Comme l'escarmouche. Je vous redonne la parole. Merci, on va lire le message des nombreux auditeurs et téléspectateurs, ces Congolais qui nous suivent en ces moments. Il y a cet auditeur qui nous dit, certes, Berlin tampon mes signal de prendre une petite pause de moins d'1 minute et puis on va revenir pour lire ces messages. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Et voilà, nous passons à la lecture de messages. Certes, la communauté internationale peut nous tourner les dos, mais nous resterons à jamais derrière nos FARDC et son commandant suprême Fachi. Nous sommes nés Congolais et nous mourrons Congolais. Message de Kambilo depuis la commune de Lemba. Autre message, que l'UDPS nous arrête des invectives car nous sommes dans une période très complexe qui touche la survie de notre pays et qui requiert l'unité dans notre façon d'agir et de parler. Au cas contraire, nous exigeons la démission pure et simple de ces régimes Tshisekedi. Christophe Ebando depuis la ville de Goma. Bonjour Moses, c'est par rapport à cette histoire-là que prenez, voulez dire, le pouvoir et en faire face. Là, il y a avancement aussi de perte en vie humaine. Défendez alors. Message de Gustave Moussessi à Massina. Malheureusement, on n'a pas bien cerné votre message, Gustave. Aidez-nous à bien écrire. Bonjour RTGA. L'Union sacrée pense qu'il peut résoudre les problèmes de l'Est avec de prières, de cultes, d'action des grâces. Je suis perdu, le Congo est donc le seul État au monde dirigé par la prière et non par la compétence. Fayoulou avait raison. Bobby Missa, Moukébaï Kabound et les autres grands révolutionnaires à Mekao. Autre message. Bonjour RTG. Actuellement, sur le plan diplomatique et militaire, les Congo est à genoux, vu le résultat sur le terrain. Donc, le dialogue est considéré comme une option alternative pour trouver une solution. L'Europe seule ne représente rien devant l'Amérique, car même l'Europe tremble devant la politique de Trump. Message du roi David depuis Ngalima. Bonjour Moses, merci pour ces bons castings politiques. Le vrai chef assume ses responsabilités. Aujourd'hui, l'Est de mon pays est abandonné par Félix. Nous demandons à M. Félix de démissionner. C'est Patient Kalambay depuis Rond-Point Gaba. Bonsoir, ma radio, le pays est en guerre, les hommes politiques appellent à la mobilisation de la jeunesse, c'est bien, mais quelle jeunesse? Une jeunesse qu'eux-mêmes, les hommes politiques ont sacrifié. Le problème du Congo, c'est l'homme politique congolais. Message non signé. Bonjour Moses, je m'adresse à l'UDPS et à M. Bemba, l'autre fois rebelle qui a tué les Congolais comme Nanga. Moses et l'UDPS ont creusé un grand fossé. Je veux dire une grande fossé. Entre le peuple, le pouvoir en place, Bemba qui a insulté les évêques et l'UDPS qui ridiculise tout le monde. Mais Monsieur le Président doit ouvrir l'œil pour ces deux acteurs si haut cités. Message non signé. Salut à tous. Les opposants politiques doivent se réunir avec la majorité pour combattre les Rwandais, recrutant les jeunes dans l'armée, sinon nous allons pleurer qu'avec nos yeux. Soyons prudents
Les Rwandais veulent du Congo. Monsieur Bemba a raison. Bernadette Madiaou. Message de Michael Mbouyi qui nous écrit depuis Kinshasa. Salut cher Masunga, merci pour cette émission. Cette guerre persiste, nous avons marre car nos compatriotes qui meurent ne sont pas des insectes. Je me demande qui peut sauver la RDC car nos partenaires sont de mèche avec nos ennemis. Question directe à M. Eric Bisselo. On va prendre ce message de... Voilà, il dit « Salut Moses, c'est Samuel à Osaka, dit depuis Kisenso. La question que je me pose maintenant, pourquoi Jean-Pierre Bemba n'avait pas mobilisé la jeunesse lorsqu'il fut ministre de la Défense? On nous a fait croire qu'il était un seigneur de guerre qui connaît bien la rébellion. Soyons sérieux. » Bonsoir, mon émission. Fachi, en citant Kabila, n'a pas dédouané Nanga. Bemba, son action se justifie parce qu'il est le seul partenaire sincère de Fachi. Les autres sont flous. Mais au-delà de tout, pourquoi Bukavu est tombé sans combat? Les prêtres sont contents d'avoir trouvé l'homme courageux qu'ils cherchaient. Message de Patience Kabongo. Bonjour Christian Moses. C'est Papa Ferdinand Bambi. Je voudrais nous rappeler que ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la première fois, dit-il, que Goma et Bukavu sont sous occupation. Ils seront libérés. À une époque, pour ceux qui ne le savent pas, le général Léonard Moulamba avait été surnommé l'homme de Bukavu. Je serais heureux le jour où Eric Bisselo changerait sa façon de réfléchir et d'analyser. Quant à l'intellectuel congolais, ceux qui pensent que la démission de Tshisekedi serait une solution, qui font fausse piste. Qui font fausse piste. Ce serait le chaos. Dernier message. Bonjour mon émission. L'auditeur dit bonjour mon émission, cher Moses. Jean-Pierre Bemba en tant que VPM de transport dans son périple de mobilisation pour l'armée. Le fait-il sur base de quel budget? Personnel, de défense ou de transport? Vous voulez aujourd'hui que le cardinal ou l'église condamne le Rwanda, mais lorsqu'en 2020, revenu de sa mission pastorale à l'Est, Mbongo a dénoncé le risque de balkanisation de ces coins du pays. Un long message de Francis Bilombi que je écourté. On va prendre quand même ce dernier message. Bonjour mon émission, la ville de Bukavu est tombée après la promesse de M. Chilombo. Où en sommes-nous avec la réplique rigoureuse et coordonnée promis par Félix Tshisekedi? Message de Ilunga. Et voilà. De ce message des auditeurs et téléspectateurs, nous mettons un terme en débrief de ce lundi 17 février 2024. Je reprends la question. Sur les 11, sur les ondes, vais-je dire, et les antennes des RTGA. Malheureusement, nous sommes déjà dans les temps, à la fin du temps nous imparti et impossible de réagir. Et restez avec nous sur RTGA. Je rappelle que cette émission, si vous l'avez aimée, elle a été réalisée. Elle a connu les concours et techniques, je veux dire, de Berlin Tempo, Florian Massamba Fiestambou, Guillaume Kakwende et David Machera étaient derrière les caméras. Christian Moses Masunga, vous l'avez présenté avec la coordination et la supervision de Simon Kabamba et Henri Ebondo. On se retrouve demain pour un nouveau numéro dans Débrief. Restez avec nous sur RTGA. Bonne suite de nos programmes. À très vite. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. On débrief. On débrief. L'actualité politique décortiquée par les spécialistes. L'IDPS, pour avoir passé 38 ans sous le bois, ils ont fait l'école buissonnaire. Aujourd'hui, ils ont un problème. Ils n'ont pas cerné les fondamentaux de la gestion. Je sais que j'essayais de taxer de tous les mots. On débrief. Chaque jour, de lundi à vendredi, de 15h30 à 17h, suivez les journalistes analyser sans complaisance l'actualité. Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que l'Assemblée nationale doit finalement décider. Les élections, c'est question de confiance. Et comment peut-on politiser la CENI qui est une